Il suffit d'un bocal, de sel et d'un peu de silence. 5 points précis chez vous, 30 jours. Et parfois, sans fracas ni promesses grandioses, la maison commence à respirer autrement. C'est ce qu'un rabbin m'a montré un matin où je ne savais plus distinguer le poids de ma vie professionnelle de celui qui alourdissait nos murs. Je n'en faisais pas une religion, ni une recette magique. J'en ai fait une pratique humble et régulière. Si vous laissez la curiosité vous guider, je vais vous montrer ces 5 endroits et comment les habiter d'une simple présence. Je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses de près. J'ai travaillé longtemps en projet créatif, je m'épuise à chercher des résultats visibles, et je pensais que tout se résumerait à plus d'efforts. Mais la maison, la vraie, celle où l'on se dévait le soir et où l'on pense tout bas, était devenue lourde. Conversations qui s'éteignaient, nuits agitées, petites contrariétés qui s'accumulaient comme une poussière invisible. Ce n'était ni tragique ni dramatique, c'était une fatigue diffuse, une sensation de stagnation qui me suivait au réveil. Avant d'aller plus loin, si cette pratique vous parle et que vous voulez d'autres outils pratiques puisés dans des traditions éprouvées, abonnez-vous pour que je puisse partager la suite avec vous. Je suis allé trouver le rabbin parce que je savais que je n'étais plus le bon guide pour moi-même. Sa maison n'était pas un sanctuaire ostentatoire. Une table simple, des livres, une chaise où il déposait rarement son manteau. Il parlait peu. Quand il a pris un pot en verre, l'a rempli de gros sel marin, et l'a posé simplement sur sa console près de la porte, sa voix est restée basse mais claire. Il a dit quelque chose qui m'a suivi depuis. Le sel est une gardienne silencieuse. Ce n'était pas un slogan. C'était une observation pratique, ancrée dans le geste. Le principe est simple, et il est à la fois physique et symbolique. Physiquement, le sel absorbe l'humidité, retient des poussières, change parfois d'apparence après avoir été exposé à un environnement chargé. Symboliquement, il marque une frontière, il fixe une intention. Je veux protéger cet espace, je veux qu'il retrouve du mouvement. L'association du geste, prendre un bocal propre, mettre du sel non raffiné, le placer en silence, et de l'intention calme crée une petite discipline domestique. Ce n'est pas un miracle promis, mais c'est un outil que l'on peut utiliser régulièrement pour accompagner d'autres démarches, soins, thérapies, actions pratiques. Avant d'expliquer les emplacements, 2 précautions essentielles. Choisissez du sel gros et non raffiné. Sel de mer, sel gemme, sel marin complet. Évitez le sel iodé raffiné qui aura moins de corps et d'aspect granuleux. Utilisez un bocal en verre transparent, nettoyé à l'eau claire et séché. Remplissez-le à la moitié environ. Assez pour laisser de la place, pas pour le surcharger. Posez le bocal hors de portée des enfants et des animaux. Ne l'ingérez pas, ne l'utilisez pas sur la peau ouverte, et n'enterrez jamais le sel près d'une source d'eau potable. Gardez l'intention simple et personnelle. Vous posez une limite, vous souhaitez la clarté, vous acceptez la lenteur. Voici les 5 endroits que je vais développer avec vous. L'entrée principale, un coin sombre derrière un meuble, sous l'escalier, ou dans une cavité architecturale, la cuisine, et enfin la chambre, lieu du repos. Ces 5 endroits ne sont pas magiques en eux-mêmes. Ce sont des lieux où l'énergie circule, s'accumule, ou se régénère. Placer un bocal à ces points, de façon régulière et discrète, favorise un changement de ton dans la maison. Nous allons prendre le temps d'entrer dans chacun d'eux. L'entrée principale est le filtre. C'est le lieu de passage entre l'extérieur et l'intérieur, la première salive que la maison prend de ce qui vient du dehors. Posez le bocal sur une console si vous en avez une, ou sur une étagère près de la porte, à hauteur de regard ou légèrement en dessous. L'idée est que le sel soit visible, mais pas exposé à un risque d'être renversé. Il doit rester humblement présent, non ostentatoire. Quand je l'ai mis chez moi, je l'ai placé sur la petite table où nous avions l'habitude de laisser nos clés. J'ai pris un moment, 2 ou 3 respirations, pour poser l'intention. Que ce seuil soit clair. Puis j'ai laissé le bocal tranquille. Pourquoi l'entrée? Parce qu'elle reçoit constamment des impressions, bruits, pensées rapportées, mauvaises nouvelles, inconnues, et parfois simplement la fatigue du dehors. Le bocal agit comme une présence qui stabilise le passage. Concrètement, utilisez du sel gros dans un bocal en verre propre, sans couvercle obligatoire, mais à l'abri des courants d'air qui soulèveraient la poussière. Si vous avez des enfants en bas âge qui manipulent tout ce qui brille, placez le bocal sur une petite étagère à hauteur ou derrière un objet stable. Si la console est en bois ou en matériaux poreux, mettez un petit sous-verre pour éviter l'humidité au contact direct. Ce n'est pas spectaculaire au début. Les signes subtils arrivent plus tard, on oublie parfois qu'il y a quelque chose. Et puis un jour, on remarque qu'on n'a plus la même crispation quand on rentre,
qu'on peut laisser la journée se dérouler sans rapporter le tumulte dehors dans la maison. Une amie m'a raconté qu'après avoir laissé un bocal près de sa porte durant un mois, elle avait l'impression que les invités s'arrêtaient plus souvent pour discuter un peu sur le seuil, comme si l'accueil avait gagné en douceur. Ce témoignage reste subjectif, c'est son expérience personnelle, pas une garantie universelle. Mais pour elle cela a été un petit changement, et c'est ce petit changement qui a permis d'ouvrir de nouvelles conversations. Le deuxième lieu que le rabbin m'a montré, et celui qui a sans doute le plus de sens pratique, est le coin sombre, le repli derrière un meuble que l'on ne déplace jamais. Ce sont des espaces qui s'accrochent aux habitudes, derrière un canapé, contre une bibliothèque que l'on n'écarte jamais, un coin que l'on referme sans jamais vraiment l'aérer. Ce sont des endroits où la poussière s'accumule, oui, mais aussi où des tensions se logent, souvenirs qui ne sont pas accueillis, émotions non dites. Poser un bocal près de cet endroit, ou directement derrière le meuble s'il y a une petite marge, envoie l'intention de dégager ce qui stagne. La posture technique, si possible, placer le bocal sur une petite tablette ou une planchette stable pour éviter qu'il n'ait un contact direct avec un sol humide. S'il faut le poser au sol, vérifiez que l'endroit soit sec et stable. Le rabbin m'avait conseillé de ne pas le cacher complètement. Laisser la lueur du verre capter un peu de lumière aide à visualiser l'attention que l'on porte à ce coin. En revanche, il faut le tenir discret. Aucune annonce, pas de mise en scène. Le secret et le silence gardent l'intention pure. Si vous avez un chat curieux, pensez à le dissuader gentiment, ou à le placer légèrement hors d'atteinte. Un témoignage ici m'a marqué. Une femme que je connais avait longtemps senti une tension sourde dans son salon. Chaque réunion de famille finissait par une phrase de trop, par un silence plein. Elle a accepté de placer un bocal dans le coin derrière sa vieille étagère, l'a laissé 30 jours et a observé. Elle ne m'a pas dit « tout s'est arrangé » comme une formule. Mais qu'elle et son partenaire avaient recommencé à déplacer la chaise, à regarder sous la bibliothèque, à dire les petites choses qu'ils évitaient. Le bocal avait ouvert un travail. Il n'était pas la cause directe de la réconciliation, mais il avait servi de pivot à leur attention. Encore une fois, expérience individuelle, résultat à mettre en relation avec d'autres actes conscients. Il y a aussi des précautions particulières pour ce genre de coin. Les endroits très humides, caves non ventilées, sols qui retiennent l'eau, ne conviennent pas sans adaptation. Le sel va vite se charger d'humidité et colmater le bocal. De même, évitez de placer le sel près d'un radiateur électrique ou d'une source chaude où la condensation pourrait rendre les granules denses. Et si, par superstition ou par prudence, l'idée de laisser un bocal exposé vous embarrasse, vous pouvez le couvrir légèrement d'un tissu fin. L'essentiel reste l'intention et la présence, non l'esthétique. Le troisième emplacement que le rabbin m'a fait découvrir est sous l'escalier ou dans une cavité architecturale. Ce sont des zones où l'énergie peut se figer pendant des années. L'espace sous l'escalier garde des traces de passage rapide, d'objets entassés, d'affaires qu'on range pour plus tard. C'est un creux structurel, parfois littéralement une faille, où l'énergie ralentit. Placer un bocal dans ce type d'endroit peut fonctionner comme un petit dispositif de drainage symbolique. Il recueille ce qui stagne et permet au reste de circuler mieux. Lorsqu'il m'a montré l'emplacement, il a ouvert une vieille trappe et a posé le bocal sur une planchette, légèrement surélevée par rapport au sol. Sa façon de faire n'avait rien de cérémonial, c'était pragmatique. Il m'a dit « Choisis le point qui te semble le plus enfoui. C'est souvent là que l'on ne va jamais. » J'ai retenu l'idée que l'intention doit être liée à un geste concret, nettoyer rapidement l'endroit si nécessaire, poser quelque chose de propre sous le bocal, puis déposer le verre et rester silencieux quelques instants. Techniquement, il faut s'assurer que l'espace soit sec. Si votre dessous d'escalier sert de débarras pour des cartons qui peuvent moisir, videz la zone avant d'y installer le bocal. Si l'espace est très sombre et poussiéreux, un coup d'aspirateur préalable est conseillé. Pas pour purifier, mais pour donner au geste les conditions matérielles d'un changement. Le bocal ne fait pas le ménage, il accompagne le mouvement de remise en ordre. Un homme que je connais, très sceptique, a accepté de poser un bocal sous son escalier après plusieurs semaines d'insistance de sa femme. Il n'a rien senti d'immédiat, jusqu'au jour où, en cherchant une boîte oubliée, il a redécouvert un projet qu'il avait laissé tomber. Les changements qu'il a notés étaient des coïncidences, peut-être, mais elles ont suffi à le rendre un peu plus attentif. Je partage cela comme un récit, non comme une preuve. La pratique accompagne, elle n'impose pas. Je me souviens très nettement du moment où j'ai décidé d'installer mon premier bocal sous l'escalier chez moi. Il faisait un temps froid, et la lumière filtrait à peine. J'avais vidé 2 cartons, essuyé une étagère, puis j'ai posé le bocal sur une petite planche en bois que j'avais récupérée. J'ai murmuré une intention, simple.
Pour l'espace intérieur de cette maison, je souhaite de la clarté. Puis je suis resté là, à regarder la poussière danser un instant dans le faisceau de lumière. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était une position de soin, un acte qui me conduisait à faire quelque chose de visible pour mon foyer. À ce stade, vous pourriez vous demander, combien de temps laisser un bocal à ces endroits? La règle simple que j'ai retenue et que le rabbin m'a confirmée est de 30 jours. 30 jours pour laisser le sel faire ce travail discret d'absorption, et pour que nous, habitants, percevions les petites différences dans nos comportements et notre relation à la maison. Après 30 jours, on observe le sel. Parfois, il est plus compact, parfois il montre des traces sombres, parfois il paraît inchangé. Ces changements symboliques peuvent être interprétés comme collecte d'éléments stagnants. Encore une fois, c'est un langage métaphorique qui sert notre attention. Avant d'aller plus loin et de parler de la cuisine et de la chambre, qui, à mon sens, ferme la boucle des 5 points, je veux insister sur quelque chose que peu de gens mesurent au début, la discrétion. La pratique fonctionne mieux quand elle est faite sans bruit. Le rabbin m'a demandé de garder l'emplacement dans un coin de silence, non pas par superstition, mais parce que la force d'une intention se renforce quand elle n'est pas constamment expliquée ou démontrée. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en parler à votre partenaire, ni que vous devez cacher tout échange, mais la pratique profite d'un espace intime. Je sais que cela peut paraître contradictoire avec l'envie de partager une bonne astuce, mais il y a une valeur dans le discret. Je rangeais dans ma poche la petite clé de la trappe sous l'escalier après avoir posé le bocal. Ce geste anodin avait quelque chose d'allégeant. La maison avait à présent des points où j'avais expressément demandé de la clarté. Je me préparais à montrer ensuite la manière de placer un bocal dans la cuisine et la chambre, 2 lieux où la circulation d'énergie prend une forme différente. La cuisine parce qu'elle nourrit, la chambre parce qu'elle régénère. Mais avant d'y arriver, il y avait encore un détail qui, pour moi, faisait la différence entre une pratique bricolée et une pratique travaillée. La manière d'accompagner ces bocaux d'une attention quotidienne subtile, sans excès et sans superstition. Je m'assis un instant sur la marche, en face de l'ouverture, et je me souvins de ce que le rabbin m'avait glissé en partant. Rappelle-toi que c'est toi qui habites la maison, pas le rituel. Le sel aide la demeure à respirer. Toi, tu continues à vivre. Ces mots m'ont retenu de tout croire aveuglément aux effets, et m'ont rappelé l'importance de revenir à soi. J'étais prêt à poursuivre, à montrer comment la cuisine, lieu d'échange et de transformation, se prête à un geste semblable mais adapté. Mais avant cela, il me restait à partager certaines petites erreurs que j'avais faites et observées chez d'autres, pour vous éviter des déconvenues faciles. Je veux vous partager d'abord quelques erreurs que j'ai faites et observées, parce que ces petites maladresses peuvent suffire à étouffer une pratique qui, sinon, reste simple et nourrissante. La première erreur tient à l'agitation. Remettre les bocaux tous les 2 jours, vouloir vérifier s'ils fonctionnent, secouer, vider pour regarder la couleur. Le rabbin m'avait prévenu. La curiosité n'est pas mauvaise, mais la pratique demande une patience tranquille. Si vous manipulez continuellement le bocal, vous cassez le silence qui soutient l'intention. La seconde erreur fréquente est le mauvais emplacement par négligence. Poser le bocal sur un rebord trop humide, près d'un évier ou d'un radiateur, le transformer sans le vouloir en récipient de condensation. J'ai vu du sel se coller dans un pot laissé en dessous d'une fenêtre où la pluie s'infiltrait. Au lieu de recueillir des signes, il s'est simplement aggloméré et a perdu ses qualités visuelles. Troisième piège, oublier la sécurité des enfants et des animaux. Un bocal tombé ou cassé, c'est un risque réel. Placez les bocaux hors de portée ou sur des étagères fixées, et soyez prudent avec les charges instables. Enfin, le plus dommageable, croire que le sel remplace le soin. Si dans la maison il y a des tensions profondes, des problèmes de santé, ou des questions qui demandent une aide professionnelle, utilisez cette pratique comme accompagnement, pas comme substitut. Après ces précautions, revenons à la cuisine. La cuisine n'est pas seulement l'endroit où l'on prépare les repas, c'est le moteur de la maison, le carrefour des échanges, l'endroit où se transforment l'alimentaire et le symbolique. Poser un bocal de sel dans la cuisine, c'est reconnaître que ce lieu influence le pouls de la maison. Mais attention, la cuisine est aussi un endroit d'humidité, de vapeur et d'accidents potentiels. Je vous recommande de choisir une étagère haute ou un coin du plan de travail peu utilisé, loin des flammes et des projections. L'idée n'est pas de créer une décoration, mais une présence. Le bocal sera en verre, propre, rempli à moitié de gros sel marin. Nettoyez le pot à l'eau claire, laissez-le bien sécher au soleil si possible, puis versez le sel en vous tenant quelques instants en silence pour poser votre intention.
quelque chose de simple, comme que la nourriture qui circule ici soutienne la vie et la clarté. Dans ma cuisine, j'ai choisi d'installer le bocal sur une étagère où je rangeais des bocaux que l'on ouvre rarement. Je n'ai rien dit à mes enfants au début, sauf de ne pas toucher. Au bout de quelques semaines, ce n'est pas le pot qui a fait des miracles, mais l'attention à cet espace. J'ai commencé à planifier un repas familial, à nettoyer un placard abandonné, à inviter une voisine. Une amie, elle, m'a raconté qu'après avoir mis un bocal sur une petite étagère au-dessus d'un plan de travail, elle a retrouvé l'envie de cuisiner pour elle-même et non seulement pour les autres. Un petit basculement intérieur qui l'a aidé à réguler son stress. Je souligne encore, ce sont des récits personnels, des coïncidences interprétées, non des garanties. La cuisine est un point de départ pratique. Nourrir la maison, c'est aussi prendre soin de soi. Pour la chambre, la nature de l'emplacement change. Là où la cuisine travaille à la circulation, la chambre travaille à la réparation. La chambre est le lieu où l'on se régénère, où l'on se reconstruit après la journée. Poser un bocal de sel près du lit, sur la table de chevet, ou sur une petite étagère à côté du lit, c'est marquer ce territoire comme espace de repos. Attention! Ici, la prudence envers les enfants est encore plus cruciale. Si vous avez des enfants en bas âge qui explorent sans cesse, il vaut mieux placer le bocal sur une étagère haute à l'intérieur de la chambre plutôt que sur la table de chevet. La règle reste la même. Bocal en verre transparent, sel gros, non raffiné, propre, rempli à moitié. Durant la première nuit après la pause, je vous conseille de vous accorder un geste symbolique. 1 ou 2 respirations conscientes devant le bocal, sans mots forts ni prière publique, simplement pour relier votre intention au geste. Je me souviens d'une voisine dont le sommeil était constamment interrompu par pensées urgentes et réveils matinaux. Elle a mis un bocal au pied du lit, discret, et a ajouté chaque soir un petit rituel personnel. Fermer la fenêtre, déposer son téléphone à distance, prendre 3 respirations longues. Après quelques semaines, elle ne m'a pas dit que ses rêves avaient changé de contenu miraculeusement, mais qu'elle se réveillait moins sursautée et qu'elle prenait de meilleures décisions au réveil. Là encore, il s'agit de petites différences qui s'accumulent. Le sel n'a pas opéré à sa place. Il a servi d'appui à une routine qui favorisait le repos. Une autre règle pratique pour ces bocaux, marquez la date. Prenez un petit morceau de papier collant, écrivez la date du jour où vous installez le bocal, et collez-le discrètement sur le verre. Cela vous aidera à repérer facilement les 30 jours écoulés. Photographiez le pot si vous voulez garder une trace visuelle. Ces gestes simples aident à faire de la pratique une habitude respectueuse et vérifiable, sans que vous soyez sans cesse tenté de l'ouvrir pour voir. À la fin des 30 jours, vous aurez un repère clair. Parlons maintenant de la fin du cycle, parce que c'est là que la pratique révèle son côté respectueux. 30 jours passent relativement vite, vous retournez alors pour retirer le bocal avec le même soin que vous avez mis à l'installer. Placez le pot sur un tissu propre, ouvrez-le, regardez la surface du sel. Il arrive parfois que des zones paraissent comme plus compactes, légèrement plus foncées, ou qu'un léger dépôt soit visible. Cela peut être interprété comme une collecte symbolique, encore une fois, un langage pour notre attention. Mais la consigne pratique est claire, ne pas entasser ce sel indéfiniment. Il a accompli sa fonction symbolique autant que matérielle. Il est temps de le restituer à la terre. Si vous avez un jardin, enterrez le sel dans un coin discret, loin d'une source d'eau, est la manière traditionnelle et respectueuse de le renvoyer à la terre. Creusez un petit trou, déposez le sel, dites une phrase d'intention si cela vous parle. Quelque chose de simple. Je rends ce qui a été reçu. Puis recouvrez. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez sceller le sel dans un sac biodégradable ou une enveloppe et le jeter avec les ordures ménagères selon les règles locales. Évitez de le jeter dans les canalisations, les rivières ou tout cours d'eau. Ne le dispersez pas dans des endroits publics où il pourrait se mêler à des surfaces d'eau potable. Ces gestes sont autant pratiques qu'éthiques. Ils montrent que l'on n'accumule pas ce qui a été absorbé sans en faire quelque chose de responsable. Après l'élimination, lavez le bocal à l'eau claire, rincez-le généreusement, puis laissez-le sécher au soleil si possible. Certains préfèrent le frotter avec un peu de vinaigre puis bien rincer. D'autres le laissent simplement au soleil. L'essentiel est que le récipient soit propre et prêt pour un nouveau cycle, si vous choisissez de le renouveler. Si vous souhaitez poursuivre la pratique, préparez un bocal neuf ou le même bocal propre, remettez du sel neuf et recommencez le même rituel d'installation et d'intention. Pour beaucoup, faire du geste un rituel mensuel crée une discipline douce. Chaque mois, un petit point d'attention sur la maison, un repère temporel qui aide à instaurer des changements progressifs.
Maintenant, parlons des signes d'effet. J'insiste sur la prudence ici. Ces signes ne sont pas des preuves scientifiques, ce sont des indices pour l'attention. Parmi les signes que des personnes rapportent, il y a un allègement du ton des conversations, une diminution des petites heures, un sommeil plus apaisé, ou des petites opportunités qui semblent surgir, une visite impromptue, une proposition de travail liée à une rencontre fortuite, une lettre qui arrive à point nommé. Pour certains, le sel se transforme visuellement. Il paraît plus compact, parfois plus foncé. Pour d'autres, il semble identique. Et pourtant quelque chose change dans leur comportement. Ce qui m'a semblé le plus vrai, dans mon expérience et celle des personnes dont je vous parle, c'est que la pratique change notre manière d'habiter la maison. Nous devenons un peu plus attentifs, plus enclins à agir pour améliorer ce qui nous pèse. Le sel est un repère qui nous rappelle d'agir. Il y aura des moments de doute. Le voisin qui rit, l'ami sceptique, l'envie de tout arrêter parce qu'on n'a pas vu une transformation spectaculaire. Cela arrive. Le rabbin m'a dit un jour, en souriant sans juger, « Le doute ne rend pas la pratique invalide. Il révèle seulement où nous restons fragiles. Si vous doutez, observez plutôt que de réagir. Prenez des notes discrètes. Qu'est-ce qui a changé dans votre emploi du temps, vos interactions, votre sommeil? Les petits éléments rassemblés sur plusieurs semaines montrent souvent une courbe, plus qu'un saut brusque. Je veux aussi aborder certaines objections éthiques et pratiques que les gens ont soulevées. Première objection courante. N'est-ce pas superstitieux? À cela, je réponds que cela dépend de la manière dont on pose l'intention. Si la pratique devient une croyance rigide qui interdit le questionnement, elle risque de devenir une superstition. Mais si elle est envisagée comme un acte de soin symbolique, qui invite à la responsabilité et à l'action, elle a tout le contraire d'un enfermé. Deuxième objection. Est-ce compatible avec la foi? Le rabbin m'a rappelé que de nombreuses traditions religieuses utilisent des gestes matériels pour soutenir une intention spirituelle. Le geste n'est pas l'essence, il est un support. Troisième objection. Peut-on le faire partout, même dans un logement de location? Oui, tant que vous respectez la sécurité et que vous évitez d'endommager les lieux. Les bocaux ne laissent pas de traces permanentes si vous les utilisez proprement. Enfin, une objection importante. Et si je traverse une crise psychologique? Ici, je suis catégorique. Cette pratique ne se substitue pas à un accompagnement médical ou psychothérapeutique. Elle peut être un soutien, un petit ancrage, mais elle ne remplace pas une consultation spécialisée. Venons-en à quelques anecdotes courtes, parce qu'elles aident à voir les nuances. Un jour, une collègue m'a confié qu'elle avait mis un bocal dans le couloir de son appartement, puis l'avait oublié. Au bout d'un mois, elle a été surprise de se sentir moins sur la défensive lors d'une réunion difficile. Elle n'a pas dit que le bocal avait guéri la situation, mais qu'en le voyant, elle s'était rappelée de respirer un peu plus profondément avant d'entrer dans l'espace. Une autre personne, très pragmatique, avait placé un bocal sous l'escalier à la demande de sa compagne. Il n'y a eu aucun événement extraordinaire, mais il s'est mis à redéployer des cartons oubliés, à relancer un dossier en sommeil, des actes concrets, ordonnés, qui ont contribué à débloquer une fatigue domestique. Ces histoires sont modestes, leur force vient de la simplicité. Avant de conclure la partie principale sur le sel, je veux partager une consigne de respect envers la tradition et envers le rabbin. Gardez le secret de votre pratique si vous sentez que cela aide à préserver son intensité. Le rabbin m'a demandé de ne pas en faire un étalage. Le secret protège l'intention, m'a-t-il dit. Cela ne veut pas dire l'isolement, cela veut dire discrétion. Partager dans un cercle de confiance est possible et parfois utile, mais évitez de transformer la pratique en spectacle. Si vous la partagez en ligne, faites-le avec humilité et en précisant qu'il s'agit d'une expérience personnelle. Maintenant, comme promis, un petit bonus, une pratique corporelle simple, complémentaire, centrée sur l'ombilic. Elle est indépendante du rituel du sel, mais peut lui apporter une résonance. Voici le protocole, décrit avec prudence et clarté. Asseyez-vous confortablement, les deux pieds au sol si vous êtes assis sur une chaise, ou allongez-vous si vous préférez. Posez votre main droite légèrement sur l'ombilic, la paume posée mais sans pression, comme si vous souteniez un petit trésor. Fermez les yeux si cela vous met à l'aise. Inspirez lentement en comptant jusque 4, puis expirez en comptant jusque 6, la respiration 4-6. Répétez ceci 5 à 10 fois. Pendant l'expiration, pensez silencieusement une phrase d'intention personnelle, du type « J'accueille ce qui aide, je relâche ce qui n'est pas à moi ». Ne forcez rien. Écoutez votre corps.
Faites cet exercice 5 minutes le soir avant de dormir, pendant 21 jours si vous le souhaitez. C'est une pratique douce. Si vous avez des questions de santé particulières, commencez par en parler avec votre médecin. Rappelez-vous, il s'agit d'une complémentation, jamais d'un substitut à un traitement médical. Quelques conseils supplémentaires pour intégrer tout cela dans la vie quotidienne. Transformez l'installation des bocaux en un rituel sobre, répétez le même jour chaque mois si vous voulez créer une cadence. La répétition lente appelle la transformation. Elle vous aide à prendre en charge votre espace. Ne vous pesez pas d'attentes trop lourdes. Gardez un carnet discret où vous notez des observations simples. J'ai senti moins de crispation à l'entrée. J'ai dormi 6 heures d'affilée. J'ai invité quelqu'un. Ces petites remarques, rassemblées sur 3 mois, forment un tableau plus fiable que l'impression du jour. Je voudrais à présent rappeler les règles d'or que je ne cesse de respecter lorsque je pratique. Premièrement, l'intention prime. Le geste sans intention est un objet vide. L'intention sans geste reste une idée. L'un et l'autre doivent être réunis. Deuxièmement, la discrétion est précieuse. La pratique profite du silence, pas du tapage. Troisièmement, la patience est nécessaire. 30 jours pour chaque cycle, la possibilité de renouveler, sans précipitation. Quatrièmement, la responsabilité. Ne pas exposer les bocaux aux enfants, ne pas enterrer près d'eau, ne pas ingérer le sel ou l'utiliser sur la peau ouverte. Enfin, la modestie. Il ne s'agit pas d'une garantie universelle, mais d'un accompagnement symbolique et pratique. Avant de terminer, je veux partager une dernière histoire, personnelle et courte. Après plusieurs mois à appliquer ces gestes, j'ai remarqué que ma maison était devenue un peu plus auto-réparatrice. Quand un objet était mal rangé, je rangeais. Quand une remarque était en suspens, je la formulais. Ce n'était pas le sel qui forçait ces changements, mais le fait que poser les bocaux m'avait rappelé que je pouvais agir. Le pot sur la console, le pot sous l'escalier, le pot dans la cuisine et la chambre étaient autant de signaux doux qui me renvoyaient à ma propre responsabilité. Pour moi, cela a été la vraie transformation. Reprendre le rôle actif d'habitant. Le reste a suivi, parfois lentement, parfois par petites impulsions. Si vous décidez d'essayer, faites-le avec respect pour votre maison et pour vous-même. Si vous n'avez pas de jardin, souvenez-vous des alternatives respectueuses pour l'évacuation du sel. Scellez-le et jetez-le selon les règles locales. Si vous traversez une difficulté psychologique ou physique, considérez cette pratique comme un soutien symbolique et cherchez en parallèle une aide professionnelle. Et si un rabbin, un gardien spirituel ou une personne de confiance vous guide, écoutez avec discernement et respect. Pour finir, en une phrase, placez un bocal de sel à l'entrée, dans un coin sombre, sous l'escalier, dans la cuisine et dans la chambre. Faites-le proprement, avec une intention calme, laissez 30 jours, puis éliminez le sel respectueusement et recommencez si vous en sentez le besoin. Ces 5 endroits sont des repères. Ce n'est pas le sel qui change tout à lui seul, mais la manière dont il nous aide à habiter notre espace avec plus de présence. Si cette méthode vous parle, essayez-la et, si vous le souhaitez, partagez votre expérience en commentaire, un mot, un signe, une observation. Vos retours aident d'autres personnes à comprendre ce qui peut fonctionner chez eux. Abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres outils de sagesse pratique et discrète, puis revenez vers moi pour raconter ce qui a changé, petit à petit. Merci d'avoir pris ce temps pour votre maison et pour vous-même.